Déjà, pourquoi Coinbase a ouvert ce bureau en France? La France particulièrement, parce que ça a toujours été en fait un marché assez important pour Coinbase. Aujourd'hui, c'est le quatrième plus gros marché, euh, enfin globalement, et le deuxième plus gros marché dans l'Union européenne, juste derrière l'Allemagne. Donc ça a toujours été un gros marché, même avant notre enregistrement AMF. Salut à tous, ici Gary Beneza pour le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, j'accueille Com ProBoucle. Salut Com. Salut Gary, tu vas bien? Bah écoute, super, super, merci. Donc là, on vient d'un long week-end de pas mal de jours. Et ravi de faire cette interview avec toi. Je crois que tu as passé un bon week-end, tu m'as dit en off. Ouais, carrément, carrément, carrément. Alors, comme toi, tu es Country Manager France de l'exchange Coinbase depuis quelques mois maintenant. Ouais, Déjà, c'est pour ça. commencer, est-ce que tu peux te présenter, hein? Tu as eu une expérience avant Coinbase, hein, et pas des moindres. Hein. Tu as été cofondateur de NFT Paris. Yes, c'est ça. Du coup, effectivement, moi je m'appelle Com, je suis originaire de Lyon et j'ai un peu toujours travaillé dans des environnements liés aux innovations technologiques. Et donc, effectivement, avant de rejoindre Coinbase, j'ai cofondé NFT Paris, qui, avec les années, est devenu le plus grand rassemblement Web3 en Europe et un des plus grands à l'international. Et du coup, là, depuis quelques mois, effectivement, j'ai rejoint Coinbase pour l'idée de leurs opérations en France. Alors, on va revenir pas mal là-dessus. Déjà, pour commencer, depuis que tu as commencé ton poste en février dernier, ça a été quoi tes principales missions Ouais, le scope il est assez large pour être honnête. C'est à la fois des tâches hyper stratégiques, opérationnelles, managériales pour vraiment booster la croissance en France, gérer les opérations et favoriser les relations au sein du marché français. Et le plus gros du travail que j'ai eu jusqu'à présent, c'était vraiment la localisation du produit. Comme Coinbase a vraiment la volonté de construire des produits, des services crypto les plus fiables, les plus sécures et les plus user-friendly, j'ai envie de dire. Je veille vraiment à ce que les utilisateurs français ils aient le même accès à l'intégrité de tout ce que Coinbase peut offrir. Donc concrètement, c'est travailler sur l'onboarding, travailler sur des nouveaux moyens de paiement, travailler sur la qualité du produit pour l'audience française, et vraiment s'assurer qu'on donne la meilleure expérience utilisateur aux Français. Et dans un deuxième temps, mon gros focus a aussi être d'atteindre le public français. Et donc ça, c'est par des stratégies marketing, communication, euh, médias, assez classiques. Et alors, pour venir sur le produit, comment vous pensez toucher le public français avec des features particulières? C'est quoi un peu les spécificités de l'audience française au niveau crypto? Ouais, bah, les spécificités de l'audience française, je pense que c'est de plus en plus un public qui recherche des acteurs régulés, des acteurs fiables et sécures. Et ça, depuis la création, Coinbase a été assez fort là-dessus, de toujours vouloir travailler avec les régulateurs, toujours vouloir travailler sur quelque chose d'assez carré, même quand c'était pas très sexy de le faire et qu'on voyait les parts de marché de Coinbase s'effacer pour des exchanges offshore par exemple. Donc ça a été toujours la volonté de Coinbase et je pense que c'est quelque chose qui résonne particulièrement bien avec l'audience française aujourd'hui, ce côté vraiment fiable, sécure et régulé. Euh, et ensuite, les nouvelles features qu'on va lancer, je peux pas encore trop dire parce que c'est encore des projets en cours, mais ça va vraiment être ouais, sur des nouveaux moyens de paiement, sur un onboarding simplifié et qui permet aux utilisateurs français d'accéder aux produits en toute sécurité. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé pour mieux comprendre qui est, entre guillemets, l'utilisateur français de la crypto? Est-ce que tu as interviewé pas mal d'utilisateurs de Coinbase qui sont français donc? Ou, On a des user research ouais, qui sont assez régulières sur différentes audiences et notamment le public français. Et c'est à la fois un moyen pour nous de un peu juger l'audience française, quelle est sa réceptivité vis-à-vis des cryptos de façon générale, et aussi vis-à-vis du produit Coinbase par rapport à toutes les features qu'on peut proposer, par rapport aux différents services qu'on peut avoir. Donc oui, effectivement, on fait des interviews assez régulièrement. Et puis après moi, de mon côté, j'essaye aussi d'avoir des interviews ou des retours de proches qui utilisent Coinbase. Ok, intéressant. Mais du coup, c'est toi qui fais passer l'interview ou c'est plutôt l'équipe produit qui est aux US qui te dit, voilà, les Français, vous êtes un peu comme ça, du coup, il faut plus aller vers telle feature C'est un peu des deux, pour être honnête. On a une équipe en fait qui est en charge de ça au niveau européen et qui du coup travaille avec tous les marchés locaux pour avoir ces insights. Et après, moi de mon côté, effectivement, c'est aussi assez facile d'avoir ces retours d'expérience directement comme je suis natif français.
Yes. Alors, je te propose de revenir un peu sur ton parcours. Donc, comme tu as dit, tu as créé NFT Paris, qui est un gros event maintenant dans l'écosystème. Euh, Comment tu as eu l'idée d'ailleurs de créer NFT Paris? Comment tu as eu cette opportunité? Est-ce que tu peux un peu revenir sur cette expérience? Ouais, carrément. Donc en fait, moi j'étais hyper intéressé par les cryptos. J'avais commencé à investir via différentes plateformes et je rentrais de plus en plus dans le rabbit hole crypto, j'ai envie de dire. Pour Et là, on est en quelle année à peu près? Là, on est 2019. Ok. 2019. Et puis en fait, petit à petit, je commence à découvrir les NFT et surtout via un ami qui s'appelle Alexandre, qui deviendra mon associé sur NFT Paris, qui lui était vraiment genre degen crypto, NFT, grand collectionneur sur Tezos et notamment Iketnook. Et du coup, on avait la volonté de construire un projet ensemble sur les technologies Web3, mais on connaissait pas encore beaucoup de gens dans l'écosystème, tous les cas d'usage, et du coup, on s'est dit que le meilleur moyen, c'était de construire un réseau propre. Et on voyait qu'il y avait des énormes événements qui avaient lieu aux États-Unis, notamment à New York, Miami, Los Angeles, mais qui avait rien de spécifique en France. Euh, donc comme on avait cette volonté vraiment de monter un projet autour du Web3, on a commencé à créer des meet-up dans des cafés, dans des bars, ce qui est finalement devenu NFT Paris. Donc ça a vraiment commencé par des petites rencontres avec des acteurs locaux. Et notamment sur les use cases d'art digital qui était le gros focus au début, donc avec des collectionneurs, avec des artistes, avec des investisseurs euh, parisiens surtout. Et puis après ça a grossi, ça a grossi. On a fait une première édition à Station F où on a rassemblé 1000 personnes. Euh, et puis après on a eu la volonté de faire grossir encore plus l'événement. Et finalement en fait, le projet qu'on cherchait était devenu NFT Paris. Donc on a fait grossir l'événement ensuite de 1000 personnes à 18 000 personnes, en passant du coup de Station F au Grand Palais éphémère, donc ce qui a été un gros saut aussi opérationnel. Et donc là, Grand Palais éphémère, ça a été un peu l'apothéose avec tous les grands leaders d'opinion internationaux, toutes les plus grandes boîtes de l'écosystème. Donc ça a vraiment été une expérience assez unique. Et après, je suis sorti de l'opérationnel en fait quelques temps après la deuxième édition de NFT Paris. Et du coup, Alexandre a repris entièrement le lead sur la dernière édition là qui a lieu en février. Ok, d'ailleurs, super édition, j'y étais, c'était très sympa. C'est marrant, j'ai interviewé donc il y a quelques semaines Michael Amar de la Paris Blockchain Week. Ouais. Et la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que vous déléguez toute la partie, on va dire, très opérationnelle, tu vois, la gestion de l'événement euh, bah, quand tu arrives, par exemple, les personnes qui vont gérer les tickets, qui vont gérer la mise en place des stands, etc. Est-ce que, enfin, comment tu arrives à gérer ça quand tu n'es pas du tout de ce monde-là? Est-ce que vous l'avez externalisé à une boîte pour que ce soit plus simple? Ouais, bah effectivement, nous on n'a pas du tout un background événementiel et en fait on a un peu appris sur le tard. Donc au début, tu vois, les premiers meet-up dans des cafés, dans des bars, c'était assez simple finalement en termes de logistique. Il y avait, je crois qu'on créait un Eventbrite et puis c'était grosso modo tout. Après avec Station F, ce qui était pas mal, c'est que c'était une montée en puissance parce que c'est un lieu qui est quand même assez fait pour recevoir de l'événementiel, notamment tech. Donc il y a toute la partie logistique, électricité, raccord est assez facile d'accès. Et donc là, c'était nous qui quand même faisons la logistique entre les différents prestataires, que ce soit les prestataires audiovisuels ou mobiliers. Et après sur le Grand Palais éphémère, on a quand même pris l'accompagnement d'une agence d'événementiel parce que c'est vraiment un métier à part entière de gérer tous ces flux. Euh, et du coup là, on était accompagné par une agence d'événementiel, mais on était quand même très 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 dans l'opérationnel. On n'était pas du tout que sur la partie communication et commerciale, on avait un vrai engagement sur la partie opérationnelle parce que c'était aussi la volonté de NFT Paris depuis sa création d'offrir un peu un, un nouveau standard pour les événements Web3, pour vraiment les rapprocher de quelque chose de beaucoup plus qualitatif, esthétique et artistique aussi dans l'ADN. Ça marche. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux un peu révéler les chiffres que vous faisiez avec NFT Paris en termes de chiffre d'affaires En termes de chiffre d'affaires, je pourrais pas trop te donner les différents chiffres, mais grosso modo, on a eu 18 000 personnes sur la deuxième édition. Et après, en termes de modèle économique, c'était assez classique entre la partie ticket et la partie partenariat. Donc, on avait une grosse partie partenariat où on essayait vraiment de faire porter par les entreprises le plus gros des coûts. Pour permettre d'avoir un événement le plus attractif possible et le plus accessible possible à toute audience confondue. Ça marche. Et l'organisation, ça prend vraiment
une année entière pour organiser l'événement, ou c'est plutôt, on va dire, il y a vraiment un an avant, tu vas commencer à essayer d'onboarder le maximum de partenaires, et après surtout ça va se jouer dans les dernières semaines, et entre-temps il y a un peu une sorte de ventre mou, où c'est vraiment toute l'année, c'est intense de A à Z. Ouais, bah ça c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose que tu découvres pareil dans l'expérience et franchement nous on a été à fond pendant un an à fond. Déjà avoir la validation du Grand Palais éphémère ça nous a pris 4 mois parce que c'était une institution qui est assez conservatrice et du coup il y a eu beaucoup de négociations, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de lobbying, de construction de dossiers assez solides sur la partie artistique, sur la partie événementielle, sur la partie logistique. Donc déjà, il y a eu toute cette phase de 4 mois qui était incompressible où on avait des allers-retours assez fréquents avec eux. Et après, effectivement, toute la partie commerciale, la line-up, le contenu, la communication et vraiment toute la logistique, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Même s'il y a effectivement une accélération sur le dernier mois. Et ça, c'est assez classique de tous les événements où finalement 60% des tickets sont vendus les 2 dernières semaines, quoi. Donc Waouh. toute l'année t'es un peu tendu, Ouais, j'imagine. enfin c'est le propre de l'événementiel, quoi. Les gens se décident un peu au dernier moment, mais ils se décident toujours, quoi. Donc Yes. donc c'est Ouais. Et c'est quoi cette sensation justement quand l'événement est terminé? Tu dois tellement se soulager. C'est bon, j'ai réussi à vendre le nombre de tickets que je voulais, l'événement s'est bien passé. ouais. Bah en fait c'est assez marrant parce que du coup pendant la phase d'installation de l'événement qui prend quand même 3 jours, t'as toute l'excitation parce que tu vois tout ce sur quoi t'as travaillé pendant un an se construire sous tes yeux, tu vois les camions qui rentrent dans le lieu, tu vois les stands qui commencent à être construits, tu vois les logos de NFT Paris qui commencent à remplir le lieu, donc c'est assez cool. Après pendant l'événement ça passe vraiment très 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 rapidement parce que non seulement t'as envie d'aller parler à tous les partenaires, d'aller parler à tous les speakers et de vraiment être dans cette dynamique de relationnel, mais en même temps t'as quand même des problèmes logistiques qui s'accumulent et on te sollicite pas mal. Donc je me souviens sur la deuxième édition de NFT Paris, un peu remonter le Grand Palais éphémère et finalement avoir tout le monde qui venait me tirer à droite à gauche parce qu'il manquait un truc sur le stand, parce que je sais plus, parce qu'il y avait un truc qui allait pas. Et donc finalement t'es quand même pas mal dans l'opérationnel et après le lendemain de l'événement, t'as quand même un gros poids qui part et tu peux vraiment souffler, mais il te reste quand même pas mal de logistique et de travail pour vraiment clôturer l'édition et après repartir sur l'année d'après, quoi. Et vous aviez la crainte de pas être, enfin, d'être déficitaire sur l'événement, ou tout de suite vous avez, je sais pas, eu suffisamment de leads closés pour vous dire c'est bon, on peut payer le palais éphémère de façon sereine, on sera dans les coups. En fait, on a eu la chance après la première édition à Station F, d'avoir des partenaires qui nous ont rapidement refait confiance. Et Ok. donc, ce qui nous a vraiment donné une trésorerie qui nous a permis de durer jusqu'à l'événement. Et donc ça a été une vraie chance d'avoir des partenaires de confiance qui étaient sur la première édition, qui étaient sur la deuxième édition et qui renouvellent un peu chaque année leur engagement auprès de nous. C'est cool. Et même question que j'avais posée, tu vois, à Michael Amar pour la Paris Blockchain Week. Comment vous voyez les side events? Alors, bien sûr, c'est ce qui contribue aussi au fait que l'événement est vraiment encore plus gros. Mais en même temps, est-ce que vous le voyez pas comme un manque à gagner? Est-ce qu'il y aurait moyen pour vous de tirer parti de manière financière, d'un point de vue financier, hein, d'une meilleure façon sur les side events? Ouais, bah c'est toujours la grande question parce que effectivement un événement euh, qui réussit, c'est un événement qui a beaucoup de side events, mais en même temps, si Mhm. t'as beaucoup de side events, il y a toujours ce risque de cannibalisation de l'événement principal où soit les gens organisent des side events pendant ton événement principal et du coup t'as des gens qui ne viennent pas à l'événement principal, euh, soit les partenaires font des événements à côté et du coup ils sont pas partenaires de l'événement et du coup c'est un manque à gagner certain. Nous ce qu'on avait fait c'était on avait donné des guidelines assez précises en fait pour les partenaires pour faire en sorte que les side events étaient organisés soit le soir, soit avant, soit après le main event. Et donc du coup, sur la période du vendredi-samedi, qui est pas de side event concurrent. Euh, Ce qui fait qu'on a eu quand même beaucoup de gens, enfin la majorité des gens venaient quand même au main event et je pense que c'est une stratégie assez gagnante d'avoir ça parce que non seulement ça te permet d'avoir une semaine un peu entière banalisée pour NFT Paris par exemple où tu as des side events pendant 3 jours puis tu as le vrai main event pendant 2 jours où les gens vont et ça apporte de la valeur à tout le monde d'être tous un peu au même endroit au même moment. Mais c'est toujours un risque et t'as pas envie de
de effectivement finir comme un modèle un peu comme NFT NYC par exemple, où finalement le main event est déserté, mais tout le monde continue à aller à New York pendant cette semaine-là parce que t'as que des side events trop cool. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Alors, je suis pas allé, hein, mais j'ai entendu que c'était un peu cata, hein, le main event où vraiment c'était désert, quoi. Ouais, bah c'est assez triste parce que finalement ils ont été victimes de leur succès et ils ont pas su canaliser toute cette énergie qui se crée autour d'eux. Donc ouais, donc maintenant le main event est assez désert et par contre il y a toujours autant de side events de qualité quoi. Alors, vous, vraiment, votre focus, c'était les NFT. C'est un vrai parti pris. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu quand même un écart entre l'édition de l'année dernière et cette année. Parce qu'il y a aussi une hype qui est redescendue, hein, sur les NFT. J'imagine que ça a pas mal impacté, les deux éditions. Alors, j'étais pas à la précédente édition, mais j'avais entendu qu'il y avait des queues qui faisaient pas des kilomètres, mais pas loin, dehors, hein, pour entrer. Cette année, c'est moins le cas. Ouais, bah effectivement en fait je pense que l'événement il a aussi évolué avec les différents cas d'usage et c'est ce qui a permis à l'événement de rester pertinent d'un point de vue innovation du marché et vraiment de rester pertinent aussi communautairement. Donc, c'est vrai que plus le temps avance et plus c'est plus un événement centré sur l'art digital, le gaming, mais vers un scope beaucoup plus large en termes de use case par rapport au NFT. Et donc effectivement sur la première édition on avait un peu que des gens, sur la deuxième édition on commençait à avoir des corpos et puis là on arrive sur des événements business mais qui restent assez communautaires mais business où on a des corpos qui s'impliquent. Et d'ailleurs, c'était assez marrant de voir un peu le parcours initiatique de certaines entreprises, notamment Louis Vuitton. Je me souviens sur la première édition à la Station F, on avait une ou deux personnes qui faisaient partie de la team qui étaient là un peu en prospective. Sur la deuxième édition, on a eu toute une délégation qui était là, mais ils n'avaient pas une implication réelle dans l'événement. Et sur la dernière édition, ils faisaient presque l'ouverture sur la main stage pour parler de leur initiative Web3. Donc c'était assez beau de voir cette évolution. Et je pense que c'est à l'image de l'évolution de l'événement, effectivement. Ok. Et d'ailleurs, toi, à titre perso, c'est quoi ton avis sur les NFT, toi qui connais bien le sujet maintenant. Ouais, ben, je pense qu'il y a toujours, auprès du grand public en tout cas, une fausse conception de ce que sont les NFT, où les gens associent encore, mais de façon très globale, les NFT aux collections PFP, ce qui est pas du tout, pas du tout le cas. Et c'est un vrai travail de faire comprendre aux gens que les NFT c'est juste une technologie qui peut s'appliquer sur plein de domaines différents, sur plein de use cases différents, et que c'est pas seulement l'art digital, que c'est pas seulement les PFP, et que c'est pas seulement des objets spéculatifs, mais que c'est des vrais objets, enfin une vraie technologie qui a des cas d'usage sur les DPP qu'on voit de plus en plus, les Digital Passport, Product Passport, sur les programmes de loyalty, sur effectivement des assets de gaming. Donc c'est un vrai enjeu encore de démocratiser ce que sont les NFT et d'avoir ces cas d'usage qui sont de plus en plus euh, fréquents et de plus en plus, j'ai envie de dire, transparents pour les utilisateurs. Complètement aligné. Et c'est vrai que c'était à la fois bien et pas bien pour les NFT que les PFP soient la première application parce que ça a permis de créer une grosse hype, mais du coup, ça a peut-être créé un peu cette connexion entre des gens PFP égale NFT. Mais totalement aligné. Pour venir sur donc NFT Paris, toi, t'es toujours actionnaire ou t'as Non, vraiment non, quitté? non, j'ai vraiment quitté, c'est 100% Alexandre qui mène le bateau maintenant. Et effectivement, là, sur la dernière édition, il a fait un très bon travail et il réserve, enfin, il prépare des choses assez cool pour les mois à venir. T'as revendu tes parts ou Ouais, c'est ça. Ok. Et donc toi, t'as quitté l'année dernière, après l'édition de l'année dernière. T'as fait quoi à ce moment-là? Parce que du coup, t'as rejoint Coinbase assez récemment. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue Ouais. pro? Bah, du coup, il y a eu une période de transition forcément avec NFT Paris. Après, j'étais un peu à mon compte pendant quelques temps et en fait, le process avec Coinbase s'est initié en octobre. Donc finalement dans la suite des choses. Et puis après, ça a été un process assez long. C'est une entreprise qui a ouais, qui a des process assez structurés. Donc ça a été assez long. On va revenir là-dessus. Déjà, donc, tu disais que tu étais à ton compte, tu étais freelance et tu faisais du conseil, j'imagine, pour des boîtes. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, le process a commencé en octobre. Il y a eu combien de rounds à peu près pour avoir un ordre d'idée? En quoi on constitue ces différents rounds? Combien de temps ça a mis? C'est intéressant, je trouve, pour savoir. Parce que, en fait, on parle quand même d'une boîte US qui recrute quelqu'un en France. Donc,
bah, moi en tant que Coinbase, j'imagine, j'ai pas envie de me tromper sur la personne qui va représenter ma boîte en France, donc effectivement, tu vas être sûr. Donc j'imagine que tu as dû rencontrer beaucoup de monde à différents postes chez Coinbase, aussi, jusqu'au C-level, peut-être tu as dû avoir un entretien, j'imagine, avec le CEO. J'ai pas eu d'entretien avec le CEO, non. J'ai eu le plus haut, enfin l'entretien le plus haut que j'ai eu, c'était quelqu'un qui reporte au CEO, qui gère toute la partie internationale. Et effectivement, il y a eu beaucoup de tours. En fait, c'est assez processé, donc forcément, tu as des entretiens RH au début, puis après, tu as des entretiens avec des gens de l'équipe que tu vas intégrer. Ensuite, tu as une présentation de 1 heure à peu près face à un jury de 4 personnes, où là, du coup, tu as une étude de cas à préparer et ensuite, tu le présentes devant ces 4 personnes. Tu as un entretien, enfin, un test enfin, cultural tenant, où du coup, c'est un test assez automatisé pour voir est-ce que tu fit avec la culture de Coinbase. Ensuite, enfin, moi, ce que j'ai eu en tout cas, c'est t'as des entretiens avec les différents aspects du produit avec qui tu vas interagir. Donc, un entretien avec quelqu'un du marketing, avec quelqu'un de produit, quelqu'un d'ingénieur et quelqu'un un peu généraliste international. Et après, du coup, le dernier level. Donc, ça a été entre 7 et 8 tours, ouais. Ça a Ok. été assez intense, mais ça a été vraiment très, très cool. Et tu sais comment vous étiez dans le process? J'avoue, je sais pas du tout combien on était. Je sais que ça a été un poste assez convoité de par la fiche de poste, mais je saurais pas te dire combien il y avait de personnes au total. Enfin, il y a des gens que je rencontre un peu enfin, des gens que je rencontre dans des événements ou même la soirée de lancement de Coinbase en France, des gens qui venaient me voir et qui me disaient qu'ils étaient dans le process, qui avaient atteint tel step, tel step, tel step, donc c'était assez marrant. Mais je sais pas combien on était au total, non. Ok. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'étude de cas, tu peux expliquer un peu en quoi ça consistait. Donc en gros, c'est toi, demain, t'es country manager France de Coinbase. En gros, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, c'était quoi un peu tes grandes idées Ouais, c'était ça. En gros, c'était vraiment voir comment est-ce que tu travaillerais sur des sujets concrets de ton travail au quotidien et voir comment est-ce que tu interagirais avec les différentes équipes. Donc moi, c'était quelque chose d'assez concret sur effectivement un plan d'expansion pour la France. Donc ça incluait un peu une analyse du marché français, des premières idées de ce que pourrait et d'initiatives sur le produit, une stratégie marketing, un peu voir tous les piliers que ça pourrait engendrer, et ouais, donc avoir un peu cette vue globale de qu'est-ce que tu ferais dans ton métier au quotidien, quoi. Et pour comprendre un peu, donc Coinbase en Europe, il y avait déjà des personnes qui travaillaient à ce moment-là pour l'Europe ou c'est que des US? Ouais, non, non, il y a déjà des gens qui travaillent pour l'Europe. En fait, Coinbase, c'est une entreprise qui est vraiment décentralisée avec des personnes qui travaillent sur tous les produits, sur toutes les géographies, dans différents pays du monde. Au total, on est 3500 dans le monde, répartis dans 100 pays. Donc en Europe, on a des bureaux à Berlin, Dublin et Londres. Et donc, dans ces bureaux-là, mais aussi dans d'autres géographies, notamment la France, il y a des gens qui travaillent sur différents marchés, dont la France spécifiquement. Donc ouais, c'était déjà un marché qui était stratégique pour Coinbase et sur lequel il y avait de l'investissement et des gens qui travaillaient. Et donc, ouais. Et t'es tout seul du coup sur le marché français ou il y a d'autres personnes qui sont dans ton équipe En fait, moi, j'interagis avec différentes équipes qui travaillent sur le marché français, mais par exemple sur des verticales très précises, donc que ce soit Mhm. l'onboarding, que ce soit le paiement. Donc, je travaille avec ces différents axes, et par contre, je suis le seul à un peu centraliser tous ces différents verticales. Ok. Ouais, donc c'est une organisation qui est finalement assez horizontale. C'est Ouais. pas forcément des gens que tu manages, mais avec qui tu vas interagir pour les aider à mieux faire leur job finalement dans leur Ouais. verticale donnée. Ok. Ouais, ouais, complètement, complètement. Moi, j'apporte un peu toute l'expertise sur le marché français et la connaissance du marché français pour vraiment pouvoir croître bien dedans. Et c'est prévu à terme que tu recrutes une équipe pour la France spécifiquement? Ouais, bah déjà là, il y a un poste de marketing qui est ouvert pour le marché français. Et à terme, effectivement, il y a vraiment la volonté d'avoir des stratégies d'hyperlocalisation, donc d'avoir des équipes dédiées non seulement sur la partie marketing, mais sur la partie produit dans chacune des localisations euh, où Coinbase opère, effectivement. Et est-ce qu'il y a l'équivalent d'un COM, mais pour d'autres pays en Europe, donc je sais pas, pour l'Italie, l'Espagne, le UK Ouais, il y a un Head of UK, il y a un Head of Pays-Bas qui s'occupe aussi de tous les Nordics, Head of Allemagne, et après on a quelqu'un aussi sur la partie Italie et quelqu'un sur la partie Espagne, ouais. Ok. Effectivement, il Et y a alors, des pour comprendre, équivalents.
Ouais, ok. Et donc, bon, c'est cool, au moins tu as des homologues, entre guillemets, avec qui tu peux échanger pour un peu avoir du feedback, qui sont peut-être là depuis plus longtemps. Ouais, c'est ça. C'est assez cool. Bah, notamment la partie UK où ça a été le premier pays international qu'on a ouvert. Euh, et l'Allemagne aussi, qui a été un pays où on a obtenu l'enregistrement assez tôt. Donc c'est des gens qui ont pas mal d'expérience et pas mal de vision sur les produits Coinbase. Ok, cool. Et niveau rythme, ça donne quoi d'être justement country manager France de Coinbase? Est-ce que c'est un énorme rythme? Tu arrives quand même à avoir un rythme, on va dire, plutôt équilibré? C'est bon, c'est assez intense, mais c'est pour le coup c'est hyper enrichissant. Et il y a un vrai engouement en interne pour la mission et la vision long terme qu'apportent les cryptos et une vraie volonté de s'inscrire dans cette vision-là, d'amener 1 milliard de personnes on-chain. Et donc tout le monde est assez enjoué et assez dynamique sur cette dynamique-là. Donc c'est très cool. Moi, ça me permet aussi de travailler avec des gens qui sont top level. Vraiment, les recrutements sont tellement sélectifs chez Coinbase que du coup, tu finis à travailler avec des gens qui sont assez impressionnants. Et pour le coup, c'est intense, pour être honnête, mais il y a un vrai réel plaisir de travailler avec les produits de Coinbase qui sont vraiment top qualité et tous les services qu'on met en place. Euh, donc, ouais. Et pour avoir un ordre d'idée, ça ressemble à quoi ta journée type? Je sais pas, tu commences à quelle heure, tu finis à quelle heure? Qu'est-ce qui se passe pendant la journée à peu près? Pour le coup c'est marrant parce que enfin c'est marrant et en même temps assez attendu. Il n'y a pas vraiment de journée type en tant que head off. Mhm. Tu travailles un peu sur tous les sujets en même temps. Tu essaies de construire ta journée un peu comme tu peux. Mais grosso modo enfin je commence entre 8h et 8h30 et après le soir ça dépend ça dépend des sujets en cours mais ça va et du coup vraiment dans une journée je touche un peu à tous les différents sujets, que ce soit sur la partie produit, travailler avec les équipes onboarding paiement, sur la partie marketing, travailler avec les équipes CRM, social ads ou tous ces sujets-là un peu. Et après, moi, avoir aussi un focus un peu plus long terme, stratégie, penser quels sont les prochains moves en France. Donc c'est vraiment une journée assez diversifiée, donc qui rend la tâche assez sympa. Pas trop de galères d'ailleurs pour l'instant. Enfin, je veux dire, euh, comme tu gères pas peut-être la partie customer support, peut-être que tu as moins de galères à gérer ou peut-être que tu as des galères à gérer. Je ne sais pas. En fait, effectivement, moi je la gère pas directement, mais du coup comme j'ai un peu ce rôle de vitrine ou de façade pour Commerce en France, du coup les gens quand même enfin me contactent directement pour des sujets de CX. Donc après moi je les aide à naviguer un peu en interne pour les flaguer aux bonnes personnes quoi. Ok. Mais effectivement ouais. Et donc là, tu as la particularité de bosser pour une boîte qui est quand même américaine. Donc il y a quand même l'histoire du fuseau horaire. Est-ce que tu n'as pas deux journées dans ta journée? La journée où les US dorment et après la journée où les US se réveillent, où la France, tu es censé un peu arrêter de bosser. Et finalement, c'est là où tu commences de bosser parce que tu as pas mal de réunions en fait à cause du fuseau horaire. Ouais. Et ben, en fait, pas tellement, parce que, comme je te disais, c'est une boîte assez décentralisée. On est quand même beaucoup en Europe, pour l'Europe. Donc, je travaille effectivement avec quand même pas mal de gens qui sont basés aux US, mais le gros des personnes avec qui j'interagis au quotidien sont quand même basés en Europe, donc ça facilite les choses. Et comme il y a cette culture du remote first et d'avoir une boîte très décentralisée, en fait, il y a plein de process en interne qui ont été mis en place pour avoir des communications asynchrones et tu vois, pouvoir travailler à la fois avec des gens qui sont aux US et des gens qui sont à Singapour sans que ce soit un problème au quotidien dans tes tâches. Donc Ok. c'est assez bien fait. Et pour venir donc du coup sur le fait que tu aies rejoint Coinbase, tu étais en process avec d'autres boîtes à ce moment-là. Et d'ailleurs, comment ça se fait que tu étais dans le process? Est-ce qu'on t'avait chassé ou c'est toi qui avais, tu t'étais inscrit En fait, moi j'avais toujours un peu admiré la position de Coinbase dans cet écosystème et j'ai vu que qu'ils avaient une offre en fait country manager à ce moment-là. Donc j'ai contacté quelqu'un que je connais, enfin que j'avais rencontré à un événement Coinbase l'année d'avant, qui s'appelle Patrick Elias. Euh, et en fait j'avais interagi avec lui et pour être honnête, je savais plus exactement ce qu'il faisait chez Coinbase. Et en fait, en vérifiant, j'ai vu qu'il était directeur expansion internationale. Donc, c'était la bonne personne avec qui, avec qui parler. Et donc, j'ai discuté avec lui. J'ai eu un premier call pour un peu voir ce que c'est possible de faire. Et tout de suite, lui, il a vu l'intérêt de mon profil dans ce process-là. Donc, je suis rentré par ce biais-là. Ok, ça marche. Et enfin, si t'avais pas rejoint Coinbase, là, tu penses que tu aurais continué en tant que freelance ou tu aurais vu selon les opportunités qui seraient présentées?
Ouais, c'était vraiment voir suivant les opportunités. Moi, je cherchais vraiment à passer sur quelque chose de produit, enfin de tourner produit. Donc travailler pour un produit qui me plaisait et travailler pour un produit dans lequel je croyais. C'était vraiment suivant les opportunités qui se présentaient. Ok. Alors, pour revenir un peu maintenant sur Coinbase, bon, pour rappel, hein, je sais pas si on doit le rappeler, mais Coinbase, hein, on parle depuis tout à l'heure de Coinbase, mais c'est un exchange centralisé qui, aujourd'hui, je pense, c'est important de. Comment tu peux le définir dans le paysage des exchanges crypto? C'est Ouais, donc c'est un des leaders du marché au niveau international. C'est le seul exchange qui est coté en bourse au Nasdaq, pour être précis. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous de ce côté régulatoire, transparent et vraiment sécurisé. Donc, tu vois, être coté en bourse, ça implique qu'on a vraiment une transparence sur tous nos chiffres, sur tous nos process. Et ça, c'est quelque chose qui plaît à la fois aux particuliers et aussi aux institutionnels. Et justement, ça me permet de venir un peu à la structure de Coinbase. On est non seulement un exchange, mais on a donc cette offre pour les investisseurs retail, donc par la plateforme d'exchange, mais aussi par le wallet Web3 qu'on a développé. Mais aussi, on a des briques très importantes sur la partie institutionnelle, où on a tous les produits qui permettent aux institutionnels de naviguer le paysage Web3, et notamment sur les ETF Bitcoin qui ont été validés aux États-Unis. On est la solution de custody pour 8 des 11 qui ont été validés en janvier. Donc il y a vraiment cette appétence des institutionnels pour Coinbase. Et après, on a aussi une partie tournée pour les développeurs. Donc là, c'est tout l'écosystème Base, notamment la L2 qu'on a incubé et qui est vraiment là pour pousser les cas d'usage on-chain et vraiment permettre de donner le pouvoir aux développeurs de construire les prochaines applications, comme on sait que c'est vraiment par eux et avec eux qu'on va pouvoir avoir une génération globale des applications on-chain et pouvoir atteindre ce but d'amener 1 milliard de personnes dans les cryptos. Yes, donc un Layer 2 Ethereum qui, je crois d'ailleurs, a des très bonnes stats, hein. Enfin, en termes d'utilisation, je crois qu'ils ont dépassé Arbitrum, il me semble, en avril, non? En termes de nombre de Ouais, transactions, quelque chose là, comme ça. là, là c'est assez impressionnant l'engouement qu'il y a autour de Base, donc c'est vraiment très cool. Et donc toi, tu es vraiment focus par contre sur la partie exchange et pas sur les autres. Ouais, c'est ça. Moi, je suis focus sur la partie retail. Et après, j'aide les deux autres équipes comme je suis un peu cette façade en France. Donc, tu vois, typiquement sur la partie base, on a organisé 2 hackathons depuis le début de l'année. Et pareil, j'aide les développeurs français à naviguer l'écosystème base et à construire dessus. Euh, mais mon focus, effectivement, c'est sur la partie retail et notamment la plateforme d'exchange. Ok. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais d'acquisition. Ça va être quoi un peu ton plan pour vraiment cibler les utilisateurs français? Donc c'est quoi? C'est vraiment du média, de la presse média un peu spécialisée, des médias, je sais pas, type Cryptost, genre LGcoin, The Peak Whale, etc. La presse un peu peut-être plus généraliste, de l'affiliation. C'est quoi un peu la stratégie Ouais, effectivement, ça va être une stratégie assez classique avec de l'acquisition média. Je pense que ce qui fait la force et qui va pouvoir nous permettre d'aller vers aussi des médias plus classiques, c'est la simplicité d'utilisation de Coinbase. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est souvent noté. C'est que si tu connais pas du tout en crypto et que tu atterris sur Coinbase, tu as vraiment l'impression d'être sur une plateforme d'une néobanque ou d'une plateforme d'investissement digital. C'est vraiment hyper fluide, hyper simple d'utilisation et hyper intuitif. Donc je pense que ça va nous permettre aussi d'aller vers des médias plus traditionnels et d'atteindre une cible d'investisseurs qui sont pas encore dans les cryptos. Et d'ailleurs, on voit des très belles tendances. Je pense que tu es familier avec le dernier rapport de la DAN, mais on voit des très belles tendances en termes d'adoption en France. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de marge de progression là-dessus. Ouais, bah, d'ailleurs, en parlant de ce rapport, hein, je crois que vous aviez à peu près 10% de part de marché en France, ce qui est pas mal du tout. Ouais. Et alors, je sais plus d'ailleurs combien, par exemple, avait Binance et d'autres. D'ailleurs, en quelle position vous vous positionnez avec 10%? En fait, dans le rapport de l'ADAN, il montrait qu'il y avait 12% des Français qui détenaient des cryptos et que pour 22% d'entre eux, ils utilisaient Coinbase, mais enfin pas exclusif d'utiliser différentes plateformes quoi. Donc nous, on avait 22% des investisseurs crypto français qui utilisaient Coinbase, ce qui nous plaçait deuxième, troisième position derrière Binance ou Crypto.com par exemple. Et d'ailleurs, pour toi, c'est qui les principaux concurrents de Coinbase pour la France?
Pour la France, il y a forcément plusieurs acteurs qui opèrent sur ce marché, donc les pure players dont tu citais le nom, mais aussi des sociétés fintech plus classiques. Et comme je te disais, qu'on a vraiment cette spécificité d'avoir une expérience client très fluide, je pense que nos concurrents principaux sont vraiment, c'est plutôt ces acteurs fintech qui permettent à n'importe qui d'investir des cryptos assez facilement. Et, N26, Revolut. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça fait partie aussi de nos concurrents directs, ce qui est peut-être moins le cas par rapport aux pure players crypto. Même si tu vois, on a aussi tous les produits qui permettent à, d'accéder en fait à tout le marché quoi. Donc je te disais ceux qui s'y connaissent pas grand-chose, qui connaissent pas grand-chose aux crypto, on a la plateforme simple d'utilisation, mais aussi on a une plateforme advanced pour les traders un peu des gens ou les professionnels qui souhaitent vraiment avoir un outil de qualité avec tous les métriques et tous les outils de reporting qu'ils attendent. Et d'ailleurs, bah, intéressant, ouais, je voulais en parler de la différence entre Coinbase et Coinbase Pro, hein, qui est cette plateforme. Et Coinbase Pro, ça représente quel pourcentage de votre activité en France vs Coinbase classique Je pourrais pas te donner les détails exacts, mais on a de plus en plus d'engouement autour de Coinbase Pro, ouais, qui prend de plus en plus de part dans notre mix de revenus. Ouais. Ok. Et bah, aujourd'hui, j'imagine, vous positionnez un peu comme l'acteur régulé. Binance, comment vous voyez par exemple Binance en France On n'a pas, je pourrais pas commenter exactement la position de Coinbase par rapport à d'autres acteurs. Effectivement, nous, enfin, la force qu'on voit dans Coinbase, c'est vraiment cet aspect régulation et confiance du marché et confiance des utilisateurs et cette volonté d'être vraiment compliant en tout point. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui attire pas mal les utilisateurs et de plus en plus avec enfin, les dernières années qu'on a vécues. Et c'est aussi quelque chose qui augure bien pour, par exemple, l'adoption de Mika ou toute cette partie régulatoire où Coinbase est vraiment bien placé. Carrément. D'ailleurs, ouais, par la petite anecdote, j'ai vu que KuCoin, donc l'exchange asiatique, hein, a été blacklisté là, assez récemment par l'AMF. Donc, ouais, est-ce qu'on va avoir une vague de blacklisting dans les prochains mois et peut-être que vous aurez une carte à jouer aussi. Parce que vous, tu parlais de Mika, comment vous vous positionnez par rapport à Mika Nous, pour le coup, Mika, on trouve que c'est une très bonne chose et je pense que c'est vraiment un outil d'attractivité pour l'Europe tout entière. Et que ça a un vrai impact pour les sociétés crypto parce que ça nous permet vraiment d'évoluer dans un cadre enfin un cadre normé, ce qui n'est pas le cas par exemple aux États-Unis. Et c'est assez intéressant parce que on voit en interne, on a des chiffres sur le fait que tu vois, il y a 2 ans, 40% des développeurs blockchain étaient basés aux États-Unis, alors que maintenant 40% des développeurs sont basés en Europe. Ce qui montre qu'il y a vraiment un peu un shift qui est en train de s'opérer de par, je pense, enfin, le cadre réglementaire qui est assez clair en Europe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit d'un bon œil et qui nous permet de nous développer encore plus sur ces marchés-là et d'avoir vraiment un avantage compétitif en Europe. Et toujours en parlant de Mika, bon, il y a toujours la question, tu vois, des stablecoins. Si je prends l'exemple d'OKEx, je sais pas si c'est l'exemple que je prends, mais donc pour les clients européens sur la plateforme, sur l'exchange OKEx, toutes les paires contre l'USDT, donc le stablecoin USDT, ont été délissées, il me semble. Et vous, avec la Mika qui arrive, comment vous allez aborder votre stablecoin? Enfin, c'est pas votre stablecoin, hein, mais c'est vrai que. Alors, est-ce que tu peux rappeler peut-être la relation entre Circle et l'USDC, qui est le stablecoin de Circle, et comment vous appréhendez la chose par rapport à Mika Ouais, du coup avec l'USDC en fait Coinbase est investisseur euh, donc on a une relation assez privilégiée. Et c'est vrai qu'on a une vraie conviction avec l'USDC sur le marché européen en tout cas parce que enfin Circle est vraiment dans cette même dynamique que Coinbase d'avoir une relation privilégiée avec les régulateurs, d'être une monnaie régulée et d'avoir un peu ce cadre strict qui l'entoure. Et elle est actuellement en bonne position dans les discussions pour Mika. Et je pense qu'on a un vrai boulevard qui est en train de s'ouvrir avec effectivement les annonces de Tether le mois dernier qui ne sera pas régulé Mika, donc qui permet vraiment à une monnaie comme l'USDC de s'étendre encore plus sur les marchés européens. Donc nous, on a une vraie conviction sur l'USDC et on investit beaucoup dans les stablecoins comme nouveau moyen de paiement et comme nouveau moyen de transactionner entre individus.
Et donc, tu es confiant sur le fait que l'USDC va être, on va dire, MiCA compliance et ou c'est encore quelque chose qui est en discussion? On est en bonne voie là. On est en bonne voie. Ok, Je peux rien confirmer ou enfin, décliner, mais en tout cas, tous les efforts sont mis pour être à temps, hein. cool. Bon, bah, ça donne la direction en tout cas. Pour revenir ouais, donc sur l'ouverture de ce bureau en France, déjà, pourquoi Coinbase a ouvert ce bureau en France? En fait, on a l'internationalisation de Coinbase, ça a été quelque chose qui a été assez récent, qui a commencé il y a 2 3 ans. On est une société américaine très bien implantée aux États-Unis, pardon. Mais on constatait que 80% des revenus de Coinbase provenaient des États-Unis, alors que 80% des interactions crypto on-chain étaient internationales. Donc vraiment pour rester un peu fidèle à cette mission d'accroître la liberté économique dans le monde et d'amener de plus en plus de personnes on-chain, c'était forcément assez naturel qu'il fallait qu'on se tourne vers l'international. Et donc premièrement, il y a eu le Royaume-Uni parce que c'était assez facile en termes culturels et linguistiques. Et ensuite, on a vu l'émergence un peu de marchés Tier 1 qui sont des marchés stratégiques pour Coinbase, notamment la France. Se développer et du coup il y a vraiment cette stratégie sur tous ces différents marchés stratégiques de construire des équipes et de pousser un peu l'adoption sur place. Et la France particulièrement parce que ça a toujours été en fait un marché assez important pour Coinbase. Aujourd'hui c'est le quatrième plus gros marché enfin globalement et le deuxième plus gros marché dans l'Union européenne juste derrière l'Allemagne. Donc ça a toujours été un gros marché même avant notre enregistrement AMF. Ok. Parce que c'est vrai que Binance, par exemple, tu vois, ils ont ouvert leur bureau, c'était quoi, en décembre 2020, avec bah, l'arrivée de David Princet hein, comme country manager. Est-ce que ça n'a pas dû donner envie à Coinbase à ce moment-là de se lancer? Bah, finalement, il y a eu 4 ans quasiment, enfin 3 4 ans d'écart entre les deux. Ouais, effectivement, il y a eu un peu un délai. Après, la stratégie de Coinbase a vraiment été de faire les choses calmement, sereinement et de pas précipiter les aspects régulatoires pour vraiment pour opérer dans un cadre bien défini. Donc c'est pour ça que ça a pris aussi plus de temps pour qu'on arrive de la bonne façon, quoi. Ok. Et toi, tu es en contact régulier avec le CEO ou vous êtes déjà parlé ou... Je suis pas en contact régulier avec lui pour être honnête, mais enfin on est dans des boucles communes. Mais c'est quelqu'un qui est assez assez pris et qui est Ouais, j'imagine. très tourné aussi sur le produit en fait. Vraiment il a encore cette vision et cet aspect très opérationnel dans le produit où vraiment il croit dans cette vision, il croit dans dans le développement de Coinbase et de tous les produits donc il est très tourné produit. Et c'est quoi la vision justement de Coinbase côté produit et même la vision globale pour l'année à venir Ouais, donc la vision globale, c'est vraiment de permettre l'émergence de tout cet écosystème d'applications qui viendront s'intégrer dans nos interactions au quotidien, et ce pour amener plus de liberté économique en fait dans le monde, qui est vraiment la mission de Coinbase. Et donc du coup, niveau produit, bah, comme je disais, tu vois, on a cette plateforme d'exchange qui est un peu la porte d'entrée vers tout l'écosystème Web3, qui te permet notamment de passer de fiat à crypto, et qui est un peu cette one-time shop pour un peu intégrer tout cet écosystème. Et puis après, plus tu avances dans ton parcours initiatique au sein du Web3, plus tu vas aller vers des produits comme le Coinbase Wallet qui vont te permettre d'interagir avec des dApps, plus tu vas interagir avec l'écosystème Base tout entier. Si tu es développeur, vouloir construire sur Base. Donc il y a vraiment cette volonté de continuer à avoir cette porte d'entrée qui est la plateforme d'exchange pour après intégrer tout un écosystème cohérent, fiable et régulé qui seront tous les différents autres produits qui s'intègrent. Alors récemment, OneInch d'ailleurs, donc un exchange décentralisé, a lancé sa carte bancaire. Est-ce que vous y réfléchissez? C'est dans les tuyaux On a déjà en fait une carte bancaire, effectivement, on a déjà la Coinbase Card. Ah oui, Euh, j'étais passé à côté. Oui, non, mais c'est vrai, oui. Ouais, mais ça fait. Enfin, ouais, effectivement. mais effectivement, on n'a pas un très gros marketing autour de cette carte. Et ça, enfin, c'est un des produits qu'on va de plus en plus pousser dans le futur. Mais effectivement, ouais. Il y a eu des grosses annonces sur des cartes, notamment pendant la Paris Blockchain Week. Yes. Top. Et par rapport à ton job, comment toi tu le vois évoluer? Est-ce que tu es en contact
régulier, on va dire, avec le régulateur par rapport à Mika, par rapport à, tu parlais beaucoup de l'aspect compliance. Est-ce que tu parles beaucoup au régulateur en France pour justement que Coinbase soit dans le top des exchanges en France, bien sous tout rapport, quoi, bien régulé. Ouais. En fait, sur la partie régulation, du coup, on a eu notre enregistrement à PSAN auprès de l'AMF en décembre, et notre entité MICA qui va chercher l'agrément, c'est notre entité irlandaise. Donc moi, en soi, tu vois, j'ai pas de sujet régulatoire direct. Forcément, je suis les différents sujets et je discute avec toutes les entités en France pour s'assurer que on est dans les clous des régulations sur les différents. Euh, donc c'est plutôt dans cette dynamique de suivi et de compliance sur le long terme et de discussion avec ces différentes entités, que ce soit la CPR, l'AMF ou même tu vois les Marina Ferrari qu'on a pu rencontrer pendant la Paris Blockchain Week pour un peu discuter de sa vision sur la scène française, sur la scène Web3, sur l'Europe et la place de Coinbase un peu dans ces sur ces différents niveaux. Donc c'est plus dans cette dynamique effectivement de discussion. Ça marche. Et donc tu disais que vous aviez ouais, un siège aussi en Europe, hein, à Dublin. Toi, tu vas du coup souvent là-bas et même souvent aux US et souvent en déplacement pour un peu faire le lien avec les autres équipes. Je vais plutôt à Londres pour être honnête parce que les différentes équipes avec lesquelles j'interagis sont surtout basées à Londres. Et puis aussi parce que c'est plus facile d'aller à Londres que Ouais, Dublin avec l'Eurostar. Mais après, mais en fait c'est comme je disais au début, c'est comme c'est une boîte qui est très décentralisée, c'est les relations sociales sont aussi très bien organisées en interne pour que tu vois, ce soit pas un fardeau d'être en remote first. Donc je vais quand même à Londres pour revoir les équipes en physique parce que ça fait toujours du bien d'avoir aussi cette relation sociale en physique, mais non. ok, ça marche. Comme on arrive bientôt à la fin de l'interview, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose sur Coinbase ou sur ton expérience Une question que j'aurais aimé que tu me poses, bah, c'est effectivement une bonne question. Euh, euh, Non, peut-être le dernier point, c'est suivez les actualités Coinbase parce qu'on va annoncer des choses assez sympas dans les mois à venir et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous rencontrer dans les différents événements. On sera notamment présent à Bruxelles début juillet où on essaie de construire quelque chose d'assez sympa, donc hâte de vous voir là-bas. Carrément, bah, on se verra là-bas. Comme, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Gary.